3 soldats israéliens blessés en Cisjordanie après avoir été visés par un tireur. Le terroriste est un policier palestinien qui a été abattu. Un chiffre qui alarme les polices européennes. 10 000 enfants enregistrés comme migrants seraient portés disparus depuis 2 ans. Ils pourraient être tombés dans les griffes des mafias européennes. Victoire symbolique pour les femmes qui réclament le droit de prier comme les hommes au mur des Lamentations à Jérusalem. Un espace mixte sera créé en plus des 2 espaces réservés déjà existants. Bonsoir. 3 soldats israéliens ont donc été blessés à l'arme à feu en Cisjordanie. La scène s'est déroulée ce matin près de Beit El et le tireur a été abattu peu après. Il s'agissait d'un policier palestinien qui avait, semble-t-il, prémédité son geste en postant un message sur les réseaux sociaux. Joseph Emmanuel. L'armée israélienne se déploie près de Beit El en Cisjordanie. C'est ici qu'un membre des forces de sécurité palestiniennes a ouvert le feu ce dimanche sur 3 soldats israéliens. Le terroriste a été abattu sur le champ. Les blessés ont une vingtaine d'années, évacués après les premiers soins reçus sur place. 2 sont dans un état grave avec des blessures profondes au niveau du cou. C'est en voiture que le terroriste arrive à ce point de passage, tôt dans la matinée. Les témoins décrivent un homme calme quand il ouvre le feu. Les Palestiniens confirment l'identité de l'assaillant. Il s'appelle Amjad Sakari et il fait bien partie des forces de sécurité du président Abbas. Dans un post publié samedi soir sur Facebook, Sakari semble faire allusion à ses projets. Dieu est le plus grand, le seul à savoir qui sera le prochain martyr. Et quand il le deviendra, chaque jour nous entendons la nouvelle d'un décès. Pardonnez-moi, peut-être serai-je le prochain. Les attaques anti-juives continuent en Cisjordanie comme en Israël. Une vague de terreur commençait il y a 3 mois. Samedi soir, un adolescent israélien a été la cible d'une attaque au couteau par 2 mineurs palestiniens. Mais l'attaque de ce dimanche inquiète particulièrement les autorités israéliennes. Ça n'est pas la première attaque commise par un policier palestinien. Voilà, un autre attentat a également été évité aujourd'hui, attentat à la voiture bélier sur la route 443 par la vigilance des soldats israéliens qui étaient visés. Avec nous, Ali Waqued, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Vous êtes donc spécialiste pour le monde arabe et musulman. Un policier palestinien qui tire sur des soldats israéliens, c'est un événement qui arrive rarement et qui évidemment pose question, qui peut inquiéter d'ailleurs sur la tournure que prend cette vague d'attaques. Ça arrive rarement. Effectivement, c'est le 2e cas depuis cette vague de violence qui a été déclenchée à la 2e partie du mois de septembre. On a compté déjà plus d'une centaine d'attaques anti-juifs et anti-israéliens depuis la mi-septembre. Et c'est la 2e fois qu'un agent de sécurité palestinien, un policier palestinien, est impliqué dans des attaques terroristes. Le fait qu'un homme de sécurité palestinien est impliqué signifie qu'il y a une utilisation d'une arme à feu contre les services de sécurité israéliens ou contre les civils israéliens. C'est pour cela, dans ce cas-là, on a 2 citoyens israéliens qui sont grièvement blessés. Mais Jean-Charles, immédiatement après cette attaque, Palestiniens et Israéliens des services de sécurité se sont rencontrés pour clarifier l'affaire. Et ça a permis à l'autorité palestinienne, par le biais des officiers des services de sécurité, de mettre les choses sur place et de dire que l'autorité palestinienne, les services de sécurité palestiniens ne sont pas impliqués, au contraire, sont en train de battre contre cette vague, surtout quand elle passe à l'arme à feu. Et c'est dans ce contexte-là que Poli Mordechai, le coordinateur des affaires du gouvernement israélien, c'était lui qui a défendu les Palestiniens auprès de la direction politique israélienne. Qu'est-ce qu'on sait précisément de ce policier qui a décidé de passer à l'action aujourd'hui? Est-ce on connaît ses motivations? Non, c'est un policier dont la famille est connue comme une famille qui appartient au Fatah, le parti politique du président palestinien. Nombreux sont ses frères et ses cousins qui sont membres des services de sécurité de l'autorité palestinienne. La famille n'a pas été enthousiaste. On n'a pas vu dans la famille de gestes extraordinaires qui glorifiaient cette attaque. La réaction de ses frères, de ses collègues était très restreinte. Et moi, je sais que depuis l'après-midi
la police palestinienne, comme les autres services de sécurité palestiniens, sont en train de maintenir des réunions avec les cadres des services de sécurité pour leur clarifier que c'est une escalade très dangereuse vue surtout par les Israéliens et que si jamais les services de sécurité palestiniens participent et sont impliqués dans des attaques terroristes comme c'était le cas dans le début de la deuxième intifada, les choses risquent de sortir de tout contrôle et ça permettra aux Israéliens et au Hamas de prendre profit de la situation. Merci Ali Waked, donc à propos de cet attentat grave qui a fait donc 3 blessés dont 2 dans un état sérieux côté israélien. Le terroriste lui a été abattu. L'initiative française qui vise à organiser une conférence sur la paix au Proche-Orient a reçu un accueil plutôt frais en Israël. La menace de reconnaître l'État palestinien qui accompagne cette conférence ne fait rien pour inciter les Israéliens à y participer. Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'1 an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu. Si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre. Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Cela incite les Palestiniens à ne faire aucun effort et la signification d'une négociation, c'est de faire des compromis. Mais l'initiative française donne toutes les raisons aux Palestiniens de ne pas négocier. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord. Alors on va en parler avec Dror Even Sapir, notre analyste politique. Bonsoir Dror. Bonsoir. Alors d'abord un mot sur ce rejet qu'annoncent les Israéliens, un rejet de cette initiative. Est-ce que c'est un rejet définitif ? Il n'est pas présenté de cette manière, c'est pas un non définitif, en tout cas c'est pas de cette manière encore une fois que Benyamin Netanyahou a présenté les choses ce matin à l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son gouvernement, mais il a dit qu'il était inacceptable du point de vue israélien, que cette menace française d'une reconnaissance unilatérale de l'État palestinien par la France pèse sur cette éventuelle conférence internationale de la paix qui serait organisée à Paris. Parce que bien évidemment, et Netanyahou l'a rappelé, si les Palestiniens savent qu'au bout du compte, quel que soit le résultat de cette conférence internationale, même si elle se solde par un échec retentissant, eh bien, les Palestiniens obtiendront de la part de la France ou même, l'un des pays qui compte le plus sur la scène internationale, la reconnaissance de leur État. Eh bien, ça ne va pas les inciter à consentir au compromis nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que Benyamin Netanyahou a dit qu'Israël tentait de convaincre les Français de revenir sur cette menace et qu'il pensait, Benyamin Netanyahou, que cette menace française de la reconnaissance d'un État palestinien allait être retirée. Qu'est-ce qui permet de justifier cet optimisme de Benyamin Netanyahou ? Bien évidemment, ça, il est trop tôt pour le savoir. Alors, est-ce qu'Israël, justement, a beaucoup à perdre dans cette initiative ? Oui, parce que on se rappelle du contexte international de ces derniers temps. L'ONU qui hausse le ton avec Ban Ki-moon, avec des propos d'une sévérité, d'une dureté, d'un radicalisme anti-israélien presque inédit dans leur dureté, dans leur extrémisme.
l'ambassadeur américain en Israël, qui lui aussi a eu des propos très sévères, on s'en souvient, c'était il y a une dizaine de jours. Donc on a l'impression que de toutes parts, l'Europe, l'Union européenne bien évidemment, avec les dernières mesures prises contre les produits manufacturés dans les importations, on a l'impression que de toutes parts, presque dans la communauté internationale, eh bien, on reproche à Israël la responsabilité du blocage de la situation actuelle entre Israéliens et Palestiniens. C'est bien évidemment une manière un petit peu partiale de voir les choses, parce que les Palestiniens ont eux aussi beaucoup de choses à se reprocher, mais c'est comme ça. Donc Israël ne peut pas apparaître comme étant celui des deux belligérants qui rechignent à aller de l'avant et à accepter des propositions de reprise du dialogue ou de reprise du processus de paix. Là, les choses sont très délicates du point de vue israélien, d'autant plus que cette proposition de conférence internationale, Jean-Charles, eh bien, elle a été élaborée pas à Paris, mais à Ramallah. Ce sont les Palestiniens qui l'ont proposée aux Français. La France a repris cette proposition à son compte, d'où, bien évidemment, le peu d'empressement israélien à l'accepter. Alors quel est l'objectif justement poursuivi par le ministre français, Laurent Fabius ? Oui, peu d'empressement israélien, mais par contre un véritable empressement français. On a l'impression que... Parce que ce qui est paradoxal, c'est que Laurent Fabius et les fonctionnaires du Quai d'Orsay savaient pertinemment qu'en l'état, dans la formulation actuelle, eh bien, leurs propositions ne pouvaient pas être acceptées par Israël. Dans un contexte en plus de violence quotidienne contre des Israéliens civils ou militaires en Israël et dans les territoires de Cisjordanie, avec un degré de méfiance tout à fait considérable entre dirigeants israéliens et palestiniens, entre populations israéliennes et palestiniennes, les chances que cette proposition soit acceptée par Israël étaient quasiment nulles, et les Français le savent. Alors qu'est-ce que recherchait Laurent Fabius ? Eh bien, Laurent Fabius recherche peut-être, dans les dernières semaines qui lui restent à la tête du Quai d'Orsay, à rentrer dans l'histoire comme étant le premier chef de la diplomatie française à avoir incité son pays, à avoir entraîné son pays vers la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien. Parce que si c'est le cas, bien évidemment, cela va rentrer dans l'histoire. Le fait que ça ne fait pas avancer d'un iota la paix entre Israéliens et Palestiniens semble secondaire dans les calculs de Laurent Fabius, et c'est tout à fait regrettable, bien évidemment. Merci Dror Eben Sapir. Le président François Hollande vient de décider, c'était il y a quelques minutes, de gracier, ou plutôt d'accorder une remise gracieuse de peine à Jacqueline Sauvage, qui va donc pouvoir recouvrer très rapidement, immédiatement même, dit-il dans le communiqué, la liberté. Elle purgeait une peine de réclusion. Alors on va en parler tout de suite avec Olivier Lerner qui est en direct de Paris. Olivier, bonsoir. Mobilisation très forte autour du cas de Jacqueline Sauvage, qui était accusée du meurtre de son mari, qu'il avait battu pendant des années. Ah oui, une pétition avait rassemblé 400 000 signatures, et le président de la République avait reçu vendredi, il y a donc à peine 48 heures, les filles de Jacqueline Sauvage. On l'avait compris, le président s'est montré sensible, touché par cette affaire. Il a donc tranché très vite, et le communiqué de l'Élysée ce soir tient en 3 lignes. Le président a voulu, face à une situation humaine exceptionnelle, rendre possible dans les meilleurs délais le retour de Jacqueline Sauvage auprès de sa famille. Alors, François Hollande a-t-il pris cette décision avec derrière la tête peut-être un intérêt politique ? On peut se poser la question. En tout cas, il a voulu faire preuve d'humanité. Le mot situation humaine exceptionnelle est bien dans le communiqué de l'Élysée. 3 réactions, Jean-Charles, sont tombées il y a quelques instants. D'abord, l'avocate de Jacqueline Sauvage, elle déclare que le président Hollande a pris une décision courageuse, et elle pense également donc aux autres femmes maltraitées et battues en France, et il y en a un nombre considérable. Deuxième réaction, c'est la fille, Carole Marot, qui se dit super heureuse. Enfin, la comédienne Adèle Perret, qui a pris parti pour fait et cause pour Jacqueline Sauvage, déclare son immense soulagement. Elle dit que ce soir, c'est une soirée formidable qui commence. Un mot, Olivier Lerner, c'est un privilège très rare, le droit de grâce, que François Hollande d'ailleurs utilise, en tout cas il n'y est pas très favorable. Alors oui, c'est une tradition ancienne, héritée de la monarchie, Jean-Charles. Cette grâce individuelle reste aujourd'hui effectivement une mesure très rare. Sous Nicolas Sarkozy, aucun détenu n'a été gracié durant les 2 premières années de son mandat. En 2009, l'ancien chef de l'État a toutefois accordé des remises de peine à une trentaine de détenus particulièrement méritants. Parmi eux figurait l'ancien préfet Jean-Charles Marchiani. Sous François Hollande, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Philippe El Chenaoui, condamné pour plusieurs braquages et évasions, a bénéficié en 2014 d'une grâce présidentielle partielle. Mais il est possible, Jean-Charles, qu'il y en ait eu bien d'autres, parce que toutes les grâces présidentielles ne sont pas forcément médiatisées.
Merci Olivier Lerner en direct de Paris à propos donc de cette dernière minute concernant Jacqueline Sauvage. Alors que les négociations politiques sur l'avenir de la Syrie semblent s'acheminer vers un nouvel échec avant même de démarrer demain à Genève, eh bien la Syrie a été frappée par un nouvel attentat meurtrier attribué à Daesh aujourd'hui. Plusieurs kamikazes ont fait exploser leur voiture dans une banlieue chiite de Damas. Bilan au moins 50 morts et des dizaines de blessés. Jonathan Serréan. Le ton est solennel. Au travers d'une vidéo, le secrétaire d'État américain John Kerry a adressé un message depuis Washington aux partisans et opposants à Bachar el-Assad. Il a appelé les deux parties à saisir le moment des négociations. Le monde doit saisir l'opportunité qui lui est présentée. Il doit soutenir tous les efforts pour mettre fin à l'oppression dont est victime le peuple syrien dans ce conflit. Il n'existe aucune autre voie que celle des négociations pour mettre un terme à cette guerre. Ces discussions doivent impliquer toutes les parties et tous les pays. Après avoir menacé de se retirer samedi, le Haut Comité syrien des négociations a fini par accepter de s'entretenir pour la première fois dimanche avec l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura. Les représentants de l'opposition au régime de Damas sont désormais prêts à entamer les pourparlers. Nous sommes là et nous sommes prêts à entamer des négociations. Nous attendons toutefois de la communauté internationale qu'elle prenne les mesures nécessaires pour faire appliquer la résolution signée par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution 2254 de l'ONU, adoptée en décembre, fixe un cadre aux négociations. Elle exige l'arrêt des attaques contre les civils et un accès aux populations assiégées. L'émissaire onusien a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur le futur des discussions. Je sors d'une rencontre courtoise et constructive avec les représentants du HNC. Nous avons pris le temps d'entendre leurs inquiétudes. Nous leur avons expliqué notre plan d'action et l'ensemble des réunions que nous devons mener. Nous devons faire preuve d'optimisme et de détermination. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois et doivent se dérouler de manière indirecte. Elles vont s'atteler à régler les questions humanitaires mais aussi politiques avec la mise en place d'une autorité de transition au pouvoir de Bachar el-Assad. L'organisation d'élections d'ici 2017 est aussi à l'étude. La partie est cependant loin d'être gagnée. Le gouvernement syrien, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, Bachar al-Jafari, a accusé l'opposition de ne pas être sérieuse dans ses demandes. Il a rappelé que l'objectif de Damas était de mettre fin au bain de sang dans le pays, sauf qu'un attentat perpétré dans le sanctuaire chiite de Sayeda a fait un peu plus de 60 morts et environ 110 blessés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Et puis au Nigeria, les islamistes de Boko Haram se rappellent au souvenir des autorités avec un nouveau massacre aujourd'hui. 86 morts au moins dans des villages de réfugiés attaqués près de Maïdougouri dans le nord. 3 kamikazes ont d'abord ouvert le feu avant de se faire exploser. Des enfants figurent au nombre des victimes. La France, secouée par les attentats et l'accueil des migrants depuis plusieurs mois, est-elle toujours la nation du vivre ensemble? Un sondage avec des questions parfois étonnantes est proposé aujourd'hui dans le journal du dimanche, réalisé par l'Institut Ipsos, avec des questions qui donnent un aperçu des sentiments qui animent les Français vis-à-vis de ces minorités religieuses. David Kazeski. Des Français parfois sur la défensive, toutes confessions confondues. C'est l'enseignement principal de l'enquête publiée par le journal du dimanche. Une large série d'interviews a été réalisée par l'Institut Ipsos sur près d'1 an, de juillet 2014 à juin 2015, c'est-à-dire avant, mais aussi après les premiers attentats de janvier. Les chiffres confirment le sentiment de méfiance éprouvé par les Français. Un tiers d'entre eux considèrent qu'une situation raciste peut se justifier. Dans le même temps, un nombre équivalent dit avoir été victime d'insultes ou d'agressions commises par une personne d'origine maghrébine. Autre chiffre qui révèle certaines fractures. 41% des musulmans affirment avoir été insultés ou subi des remarques liées à leur origine. 67% des Français musulmans estiment par ailleurs que les Juifs sont un peu trop présents dans les médias, contre 41% de l'ensemble des Français. Autre signe de cette défiance, les Français estiment que le nombre de musulmans ou de Juifs est bien supérieur à ce que les chiffres officiels révèlent. Face à la succession de chiffres qui décrivent un certain pessimisme dans la société, la Fondation du judaïsme qui a commandé l'enquête a pris soin de ne pas publier les résultats à n'importe quel moment. Pour ne rien vous cacher précisément, nous avions attendu
pour publier cette enquête dont nous avions les résultats il y a quelques semaines. Nous avions d'abord attendu le déroulement des élections régionales parce que nous ne voulions pas précisément qu'il y ait des récupérations politiques ou qu'on soit accusé d'accroître les tensions. L'objectif affiché de l'enquête était d'alerter les pouvoirs publics. La Fondation du judaïsme français a l'intention de reproduire son initiative tous les ans pour assurer un suivi du vivre ensemble dans le temps. Et puis quand on parle de cette crise des migrants que traverse l'Europe, il y a ce chiffre terrifiant dévoilé aujourd'hui par l'Institut Europol qui rassemble les polices de toute l'Europe. Plus de 10 000 enfants migrants sont portés disparus depuis 2 ans. Et il ne s'agit pas de victimes de naufrage, mais de disparitions terrestres qui laissent craindre leur possible utilisation par des réseaux criminels d'exploitation. On va en parler justement avec Frédéric Ploquin, journaliste, écrivain, spécialiste de la criminalité, en ligne avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Est-ce qu'il vous semble possible qu'un nombre aussi important d'enfants arrivés donc avec des réfugiés soit aux mains aujourd'hui de ces groupes mafieux? Bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que, a priori, Europol, c'est pas un institut farfelu, c'est plutôt un institut sérieux. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le chiffre de 10 000, effectivement, quand vous le lisez comme ça, brut, il paraît totalement effrayant. Quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que Europol n'est pas en mesure aujourd'hui déjà de nous donner les âges. Est-ce qu'il s'agit d'adolescents? Est-ce qu'il s'agit d'enfants de moins de 16 ans, plus de 16 ans, etc. Bon, ça, on le sait pas. Premièrement. Deuxièmement, ils disent eux-mêmes que peut-être qu'un certain nombre de ces 10 000 enfants ont regagné une famille quelconque dans un pays qu'on ignore, etc., et n'ont pas été déclarés. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Tout ça pour dire que il ne faut pas non plus dire tout de suite que 10 000 enfants sont tombés aux mains des réseaux criminels. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a une possibilité, c'est pour ça qu'Europol tire la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a une possibilité. Alors quelles sont ces possibilités? Où peuvent être ces enfants s'ils ne sont pas en famille? Bon, effectivement, vous avez balayé tout à l'heure l'idée selon laquelle un certain nombre aurait disparu en cours de route. Pourquoi pas noyer par exemple, mais il n'y en a pas 10 000, il y en a quelques-uns. Après, il y a plusieurs possibilités. Les réseaux criminels peuvent utiliser les enfants, par exemple. On le voit souvent, en tout cas en France et dans d'autres capitales, notamment beaucoup en Afrique noire. Ils peuvent être utilisés pour la mendicité. Ça, c'est quelque chose qui concerne plutôt, jusqu'à présent, en tout cas sur le territoire français, des réseaux originaires des Balkans. Mais c'est quelque chose qui, a priori, la mendicité avec enfants est interdite sur le trottoir. Mais c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Et vous savez que derrière cette mendicité, il y a parfois des réseaux très très structurés et très organisés dans lesquels pourraient tomber ces enfants. Ça, c'est la première des hypothèses. Après, on peut utiliser un enfant, pourquoi pas, comme une mule, entre guillemets. La mule, je ne sais pas si tout le monde sait bien de quoi il s'agit, c'est en gros quelqu'un à qui on fait transporter des marchandises illicites au travers des frontières. C'est vrai que c'est souvent, on demande souvent, les réseaux criminels s'adressent souvent aux femmes pour faire ce genre de travail, mais pourquoi pas des enfants? Je pense notamment au transport de drogue, d'armes au travers des frontières. C'est vrai que demander à un enfant de se prêter à ce jeu-là, c'est mettre déjà tout de son côté. Ça, c'est la deuxième possibilité que je vois. Et après, il y a des choses dont on peut parler là aujourd'hui, même si on n'a aucun élément pour l'étayer. Il y a des choses beaucoup plus dures encore et plus abominables, si je puis dire. On pourrait imaginer que des réseaux criminels réduisent, on va dire, un certain nombre d'enfants à l'esclavage. Alors ça peut être différentes formes d'esclavage. On peut faire travailler les enfants de manière clandestine. Ça, c'est un point. On peut aussi, pourquoi pas, mais là on touche au domaine du fantasme et pour l'instant il n'y a pas d'éléments, hein. Je le répète à vos téléspectateurs qui le démontrent, mais pourquoi pas imaginer aussi l'esclavage sexuel. Ça arrive bien aux femmes. Dans ces migrations récentes, on a constaté qu'un certain nombre de femmes étaient utilisées par les réseaux criminels comme objets sexuels. Ça se commercialise, et c'est pareil pour les enfants, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a le fantasme des fantasmes, si je monte en graduation et que je vais encore plus loin, qui est celui du trafic d'organes. Trafic d'organes, on en parle souvent.
on en parle beaucoup plus que ça n'est démontré. C'est-à-dire qu'on l'imagine souvent, mais on a rarement fait la démonstration de la preuve, prouver ces trafics. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Merci pour ces précisions, Frédéric Ploquin. Je rappelle que vous êtes journaliste et que d'ailleurs vous allez publier votre nouveau livre qui s'intéresse aux femmes hors la loi, pas aux enfants dont on a parlé maintenant, mais aux femmes hors la loi. On va voir la couverture tout de suite et on pourra en reparler avec vous très bientôt. En tout cas, merci d'être intervenu sur ce sujet, donc ce chiffre qui est sans doute plus impressionnant que ne l'est la réalité, mais qui interpelle en tout cas sur un vrai problème. Merci Frédéric Ploquin d'avoir été en direct depuis Paris et donc la couverture de votre nouveau livre Femmes hors la loi. On va se retrouver dans un instant pour évoquer le coup d'envoi du vote lors des primaires américaines. Ça se passe dans l'Iowa. Premier État concerné, donc Daniel Ziri sera sur place et puis on parlera également du mur des lamentations où les femmes vont pouvoir prier avec les hommes dans un endroit bien précis. À tout de suite.